Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube évidemment. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'analyse. Enfin, je vais faire une vidéo, mais vous n'allez pas pouvoir m'aider, mais peut-être dans les commentaires plus tard, je le souhaite. Sur l'analyse des cartes, en tout cas, évidemment, il n'y a pas toutes les cartes sur l'extension. Le murmure des dieux très anciens, c'est magnifique, ça fait mystérieux, machin, ça rappelle à des souvenirs. Non, absolument pas. Absolument pas. Bah, pour le coup, je suis pas un joueur de WoW, donc murmure des dieux très anciens, ça me dit rien, à part. Je vois bien le. Ouais, moi, dans mon imaginaire, c'est plus un dieu un petit peu filou, comme ça, caché derrière une porte, genre à 8 heures, à la taverne, et incognito. Enfin voilà, une espèce de truc comme ça, murmure des dieux très anciens. Ce n'est pas un dieu, mais bon, bref. Donc, on va analyser les cartes qui sont sorties. Pour le moment, évidemment, sur le magnifique site Gamers Origins, logique. Euh, donc, pour le moment, il y a eu combien de cartes qui sont sorties? 9 neutres et une carte de chasseur, une carte de mage, deux cartes de palouf, une carte de prêtre, une carte de druide, une carte de guerrier. Donc déjà, ça fait pas mal de cartes. En tout cas, assez de cartes, je trouve, pour orienter vraiment un peu des synergies ou un petit peu la voie qu'a voulu prendre Blizzard Entertainment dans cette édition-là. Et moi, ça me plaît. Voilà, pour commencer déjà, avant de rentrer dans l'analyse, je dirais que c'est une édition qui me plaît, ça va me plaire, enfin je l'espère. Pour le moment, en tout cas, ce que je vois, c'est vraiment très très agréable. Le Stun, en tout cas, bon, je sais qu'on dit Stun, Ktun, je dis Stun, mais bref. On va commencer carte par carte, évidemment. Première carte, l'amasseur vicié. Donc l'amasseur vicié, évidemment, c'est la plupart des cartes rappellent à des cartes qui existaient déjà. Voilà, c'est un peu leur pendant démonique. Donc là, évidemment, c'est le pendant démonique de l'amasseur de butin. Donc celui-là, il est déjà plus. Ah, il est pas là pour faire du bien, quoi. On sent qu'il a fait du mal à des gens, celui-là. Mais bref. Pour 4, 4, 2, pioche une carte en râle d'agonie. Donc comme la sœur de butin, évidemment. La sœur de butin est pour 2, une 2, 1. Donc ça veut dire que pour 2 mana en plus, tu lui rajoutes un plus 2, plus 1. Franchement, je la trouve assez faible. Ça rappelle un petit peu à la 4-2, la 4-2 pour 4. Quand une créature meurt, tu pioches une 4. Une carte. Une carte, évidemment. Euh, Moi, je trouve ça assez faible dans l'ensemble. Voilà, 2 d'endurance. Ça aurait été une. Ouais, même une 3-3 pour 4. Parce qu'en fin de compte, l'inventeur gnome. L'inventrice gnome pour 4, elle est de 4. Et elle fait piocher directement. Là, il fait piocher en râle d'agonie. Ok, c'est une carte agressive parce que c'est à 4 de force, mais ça se fait trop facilement sur un tour 2. Piocher une carte, c'est pas forcément la capacité qu'on veut dans un deck agressif. C'est plus mettre des dégâts, ce genre de choses. Ou créer un card d'inventaire. Enfin, créer un contrôle de board. Donc, je la trouve assez faible, mais je pense que peut-être dans certains decks, elle sera jouée en une fois pour compléter peut-être d'autres pioches. Mais globalement, c'est quand même assez faible. Robot de soins corrompu. Lui aussi, il est pas très fragile quand même. Pour 5, 6, 6. Donc déjà, on part du principe que le ratio de base à Hearthstone, c'est pour 4, une 4, 4, 4, 5 avec une kappa. Pour 5, on va dire que c'est une 5, 5 avec une kappa. Par exemple, le mecha. Pour 5 et 5, 5, il donne plus un à un mecha. Enfin, la plupart des... Voilà, pour 5, il y a quoi? Il y a plein de trucs pour 5, évidemment. Mais le mec, il a pas d'idée. Mais là, on voit ça déjà, on se dit, pour 5, une 5 sig. Donc déjà, en soi, c'est comme si c'était une 5-5 où sa capacité est de lui mettre un compteur plus un quand elle arrive en jeu. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc déjà, le ratio est cool. Le ratio est vraiment bien. Surtout qu'il prend pas BGH. Donc ça, déjà, c'est pas une 7-5, quoi. Par contre, en râle d'agonie, rend 8 PV au héros adverse. Ça peut être bien et pas bien. Enfin, ça peut être bien dans 3% des cas, c'est pas bien dans la plupart des autres. C'est bien si l'adversaire, par exemple, joue des géants de lave et il se rapproche un petit peu du stade critique entre 10 et 15 points de vie. Donc là, c'est bien de lui redonner des points de vie. C'est bien quand tu joues prêtre avec Okenai, évidemment, le mec, tu lui mets un blast à 8, c'est la folie. Donc dans ces cas-là, ça peut être bien, mais sinon, la plupart du temps, tu donnes du heal à l'adversaire. En fin de compte, les 6 dégâts qu'elle a mis bah, sont récupérés, sont plus que récupérés. Donc moi, je pense que c'est vraiment une carte situationnelle qui pourrait rentrer dans des decks, mais en soi, ça va pas être une carte jouer partout. Enfin, c'est quand même, c'est pas faible, mais c'est extrêmement situationnel. Donc, par définition, voilà, ce sera pas forcément très joué, je pense.
Et là, bim, Hospice Funeste, confirmé. Donc là, c'est vraiment, c'est la maître, hein. C'est la maîtresse, hein, de l'Hospice Funeste. Elle est confirmée, celle-ci. Elle a eu son diplôme, en fait, tout simplement. Au début de votre tour, je vous lis la carte, évidemment, pour ceux qui ne savaient pas lire chez vous. Porte, porte l'attaque de ce serviteur à 7. Donc, au début de ton tour, elle est 7-7. Le gros problème que j'ai avec cette carte, c'est que, bon, pour 5, une 7-7, c'est la folie. Mais, il faut qu'elle tienne un tour. Donc 7 d'endurance, et il y a de grandes chances qu'elle tienne un tour. Le gros problème, c'est que l'adversaire, il va pouvoir l'attaquer et en fin de compte, baisser ses points de vie. Ça veut dire que il y a des chances qu'elle ait 7 d'attaque à ton tour, mais elle va peut-être être 7-2, 7-3, 7-4. Donc en fin de compte, pour 5, la plupart du temps, là je parle dans une méta actuelle, hein. Peut-être que la méta va changer, il va y avoir que des decks contrôle, et évidemment très peu de créatures, donc pour 5, une 0-7, ça sera fumé. Enfin, ça restera en 7-7 au tour d'après, mais la plupart du temps, elle va être peut-être 7-3, 7-4, même 7-5. Mais en fin de compte, pour 5, tu as une 7-5. Ouais, c'est pas mal, hein, mais 7-5, ça va. Mais sinon, le problème, c'est que ça prend BGH en plus. Mais voilà, la plupart du temps, je pense qu'elle sera plus 7-3, 7-4. Donc en fin de compte, c'est une carte qui est extrêmement agressive. Soit de jouer dans des decks agressifs où en fin de compte, tu mets une pression et le mec, il a pas envie de passer 7 dégâts sur une 0-7. Il a plus envie de tuer tes 2-2. Soit tout simplement dans un deck ultra contrôle où tu joues peu de créatures et t'essayes de gérer toutes les créatures en face. Et là, pour le coup, ça peut vraiment avoir un intérêt. Donc, c'est une bonne carte, mais ah, je mets des pincettes, enfin des triples pincettes. Et là, pardon, excusez-moi. Et là, on arrive les triggers Ashtun. Alors, qu'est-ce que le grand Ashtun? D'abord, je vais expliquer la carte, pour ceux qui ne la connaissent pas évidemment, mais ça fait fureur en ce moment, on en parle partout. Enfin, moi cet après-midi, il y avait genre Dominique Strauss-Kahn qui m'a appelé, il m'a dit mec, t'as vu le Stun? J'ai dit, mais c'est trop bien cette carte. Mais cette carte, moi elle me fait rêver, elle me donne envie d'acheter des actions chez Blizzard, je vous promets. Pour 10, 6-6. Donc déjà, tu fais oh, c'est dégueulasse, le ratio est dégueulasse. Et là, tu lis la capa, tu dis oh, c'est la meilleure carte de tous les temps. Peut-être pas, mais en tout cas, ça permet de créer des decks autour d'une seule carte. Et ça, c'est ça qui est vraiment, moi, qui me remplit d'une joie immense et incommensurable. C'est qu'on va pouvoir enfin. Il y avait le Reno, mais c'est pas pareil. Pouvoir monter un deck qui est basé autour d'une seule carte. C'est-à-dire des decks ultra contrôle. Où en fin de compte, si t'as pas ton Ktun, ton Stun, ton Ktun, tu ne peux pas gagner. Le deck démoniste Reno, si t'as pas Reno, tu peux gagner. Évidemment, si tu l'as pas, c'est extrême. Enfin, tu vas peut-être perdre 3-4 games sur 5. Mais là, pour le coup, on va pouvoir monter des decks où, bah, si c'est la dernière carte du jeu, tu vas perdre. Ou pas forcément, si t'as fait que contrôler, si tu pioches rapidement. Mais en cri de guerre, donc il inflige des dégâts aléatoires à tous les adversaires en face, égal à sa force, en fait, tout simplement. Et donc, bon, c'est une 6-6, mais l'avantage, c'est qu'évidemment, il y a plein de petites cartes qui sont faites pour le booster. Donc, en soi, pour 10, une 6-6 qui a une capacité comme ça, c'est bon, c'est bien, moyen bien. C'est moyen bien, mais c'est pas exceptionnel. Mais le fait de pouvoir la booster, ça, voilà, c'est ça qui peut permettre de pouvoir créer des decks autour. Et surtout, vous allez voir évidemment que toutes les cartes qui permettent de booster le Ktun sont quand même viables dans un deck mid-range contrôle. Dans un deck agressif, je pense pas, parce que le Ktun il coûte 10, mais dans un mid-range contrôle, ça reste des créatures avec un body plutôt sympa. Voilà, par exemple, premier exemple, l'annonciatrice du mal, évidemment, l'annonciatrice du mal, magnifique. Pour 2, elle est 2-3, donc on n'a pas une avec évidemment qui donne plus de Ktun. On n'est pas dans un archétype de ok, on a une grosse carte Ktun et il faut la booster, mais derrière on va la booster avec pour 3 des 1-1, pour 4 des 2-2, des mauvaises cartes. Là, on est pour 2 un 2-3, ce qui est une capacité, qui est une force et une endurance vraiment classique. Enfin, le ratio est ultra classique, le body est ultra classique. Donc évidemment, une 2-3, c'est très bien contre aggro, c'est mieux qu'une 3-2 et ça peut souvent tuer, genre ça peut tuer un Cynic Colporteur avec une autre carte. Donc cette carte est vraiment, pour moi, elle est excellente. Pour moi, dans le deck Turn, elle est excellente. On arrive sur un autre Turn, évidemment. Pour 3, une 3-4. Donc là, tu dis, ok, ratio vraiment pas mal. Le prêtre, par exemple, là, pour 3, une 3-4, le Dark Cultiste. Et en plus, sa capacité est très forte. Et on se dit, waouh, déjà pour 3, c'est une 3-4. Le ratio est vraiment très très intéressant. Le char mécanique, char méca, le char araignée,
Et pour 3-3-4 n'a pas de capacité, si ce n'est d'être un mecha. Mais là, en plus, il a une capacité qui est vraiment cool pour le coup. À la fin de votre tour, +1/+1 Octone. Donc, c'est-à-dire que tu donnes au moins +1/+1 quand il commit to play parce qu'il tient un tour. Voire +2/+2. Et après, évidemment, c'est du... S'il tient 3 tours, c'est que tu es dans une situation où tu as déjà peut-être gagné sans l'Octone. Mais enfin, bref. Où tu as déjà le board en tout cas. Donc, cette carte est vraiment monumentale. Donc, tu peux faire des sorties en fin de compte qui sont mid-range. Évidemment, contrôle parce que je pense que ça peut être joué dans des... Peut-être dans des démonistes, pour justement utiliser le poids héroïque pioche, ou dans des guerriers ou des prêtres, peut-être des mages, enfin en tout cas des decks vraiment très très contrôle. On va peut-être, avec cette édition, enfin j'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir un retour aux sources au deck contrôle de l'époque. Voilà, le mage un petit peu, le mage fatigue, mage contrôle, avec, avec la 9-7 par exemple, du prêtre vraiment ultra contrôle, enfin voilà. On voit un petit peu des decks contrôle, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a le paladin secret, le zoo, le druide qui domine. Donc, c'est un petit peu difficile pour ça. Donc, annonciatrice excellent. Ancien encore meilleur. Donc, vraiment, les deux cartes sont excellentes pour moi. Donc, le Cthulhu, évidemment. Là, on arrive sur l'ardeur. Perte d'Elwyn. Perte d'Elwyn. Le nom de la carte n'a aucun sens. Mais bon, bref. Anyway. Pour 7-6-6. Pour 7-6-6, ça vous rappelle, évidemment, ça rappelle le Troxor, qui était joué au départ, et finalement, petit à petit, voilà, il s'est enlevé parce que on s'est rendu compte qu'une 6-6, l'endurance, enfin, la carte était trop faible, et qu'en fin de compte, elle était gérable par des créatures. Donc, bref. Donc, bah, ça, c'est le genre de carte, genre des grosses légendaires comme ça, où évidemment, on les teste au départ, et finalement, on voit que c'est un petit peu faible. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il invoque un 2-2 provoque. Donc, c'est bien avec quoi? Bah, c'est bien en fin de compte si t'as déjà le board. C'était un peu comme le Troxor. Si t'as déjà le board, bah, le mec peut pas forcément jouer de cartes, peut pas forcément te le tuer tout de suite, à moins qu'il ait un anti-bet direct. Mais s'il a que des blasts ou ce genre de choses, bah, il va faire du card advantage. Mais c'est uniquement si t'as le board. Et par définition, si t'as le board, c'est que déjà t'es bien dans la partie. Donc c'est le genre de cartes ici qui on va dire, permet de continuer dans un contrôle certain du board, mais qui peut être évité. Enfin, tu peux quand même gagner si tu l'as pas. Enfin, en tout cas, quand il arrive en jeu. Donc, je sais pas si vous nuancez le propos. Mais, en fin de compte, est-ce que c'est pas mieux de jouer l'ardeur classique, qui est pour 6, 4, 4. À la fin du tour, tu es sûr de mettre un 2-2. Là, tu vas au moins en mettre un de 2-2. Mais peut-être qu'un seul. Parce que 6, il y a des choses. Ça prend boule de feu. Par exemple, contre un voleur, ouais, ça va prendre backstab plus eviscerate. Donc, ça va créer 2-2-2 provoque. Mais ça coûte un de plus par rapport à l'ardeur. Donc, moi, je trouve que cette carte, elle est... Bon, c'est une légendaire qui est très sympa. Elle peut peut-être être jouée dans des decks combo. Peut-être avec, je sais pas, dans un guerrier, avec des tourbillons, ce genre de choses. Une espèce de remplacement de Grim. Pourquoi pas un deck contrôle où, en fin de compte, on jouerait pas les Grim, mais on jouerait l'ardeur. C'est bizarre, hein, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, moi, je dis, carte intéressante, peut-être faible par la force, comme était le Grim au départ. Le Grim, voilà, on s'est dit, mais c'est ultra faible. Enfin, la créature, elle est que 3-3, elle va mourir tout de suite. Et finalement, c'est devenu. Enfin, le deck est devenu le meilleur deck de la méta. Avec une carte faible, mine de rien, dedans. Donc là, c'est un peu pareil. C'est peut-être qu'il va sortir de cette perte d'Elwyn un deck magnifique, mais la carte en elle-même n'est pas extrêmement forte. Manche secret. Oh là là, tous les gens qui jouent Mage Freeze et Paladin, là, ils sont en train de faire une série de petits P, ils sont pas bien. Détruis tous les secrets adverses. Donc là, c'est même pas tu les voles, c'est... J'en ai rien à foutre, je les détruis. Gagne +1/+1 par secret détruit. Contre le Mage Freeze, je trouve ça plus faible, pour ma part, que la mystique de Kezan. Parce qu'en fin de compte, le secret, tu le récupères pas, tu le détruis. Donc, t'as envie, contre un Mage Freeze, d'avoir un Ice Block pour toi, pour te gagner un tour, ou ce genre de choses. Donc, contre Mage Freeze, c'est moins fort. Évidemment, contre Pala Secret, ça fait instant win. Enfin, pour le coup, contre Pala Secret, la mystique de Kezan est pas extrêmement forte. Donc là, on a une carte qui est plus forte contre Pala que contre Mage, mais on va dire qu'elle est excellente contre Pala Secret et bonne contre Mage, alors que la mystique de Kezan était excellente contre Mage, mais très moyenne contre Pala Secret. Donc en fin de compte, le manche secret reste meilleur.
Puis surtout le body est plus intéressant. Parce que l'autre était 4-3. Là, elle est 3-5. Enfin, à partir du moment où tu détruis un secret, elle est 3-5. Voire, elle peut grossir. Mais voilà, t'as plus envie quand même d'avoir des trucs. Enfin, quand tu joues une carte comme ça, c'est que tu joues peut-être un deck qui est mid-range ou contrôle. Et que t'as envie d'avoir des créatures avec un body vraiment, vraiment intéressant. Pas un truc avec 3 d'endurance qui se fait trade sur un 3-2, sur un Diablotin de Flamme par exemple. Donc ça, c'est une très bonne carte évidemment. Ce sera joué, c'est certain. Tout dépend, voir si... En fait, il faut attendre pour savoir si le Paladin Secret va continuer d'être joué. Et si c'est le cas, peut-être le chasseur va revenir. Mais je pense que ce sera une carte qui sera jouée au moins une fois dans certains decks. Enfin, très situationnel, mais au pire, c'est une 2-4. C'est pas non plus une daube infâme. Et là, c'est les loups de Cthulhu, évidemment. Pareil, on revient sur les deux cartes d'avant. Donc la 2-3 pour 2 qui donne plus de Cthulhu. La 3-4 pour 3 chaque tour, enfin chaque fin de tour qui donne plus 1+1. Et là, c'est 4-4-2 bouclier divin. Évidemment, on pense à la pour 3, à la 3-1 bouclier divin. Donc là, en fait, on rajoute un mana pour lui donner plus 1+1. Donc, c'est vraiment viable. Et en plus de... Déjà, la carte en elle-même, pour 4 une 4 de bouclier divin, je trouve qu'elle est viable. Elle est pas folle. Mais dans un format standard qui va être... Où les decks vont être un petit peu plus faibles qu'actuellement, je pense que les 3-1 bouclier divin pourraient revenir. Et pour le coup, une 4-2 bouclier divin pourrait revenir. Et en plus... Voilà, elle donne plus de Cthulhu. Donc cette carte, pour moi, c'est peut-être la meilleure des 3. Voilà. Bon, évidemment, la 3-4 est excellent, parce que à chaque fin de tour, tu peux le faire 2 fois. Mais en fin de compte, lui, il donne déjà plus de. Donc c'est comme si elle restait 2 tours par rapport à l'autre. Donc, celle-là, pour moi, c'est la meilleure des 3. Et vraiment, elle est... Puis l'image est un peu spéciale. Un peu malsaine, mais spéciale quand même. Et là, maintenant, on arrive dans les cartes neutres. Donc, carte de chasseur. Waouh, pour 8-8-8. Déjà, c'est... T'as des hauts de cœur quand tu vois ça. En plus, l'image est laide. Enfin, wow. Quand ce serviteur... C'est une bête, par contre. Ah, ça va, alors. Quand ce serviteur en tue un autre, il peut attaquer de nouveau. Donc, en gros, il a pas la charge, évidemment. Donc, tu la joues, le mec, il te la tue. Ouais, j'ai rien fait. Mais, si elle arrive à tenir un tour, on part vraiment dans un... Faut aussi partir du principe que c'est un format où il y aura plus Dr Boom, donc peut-être que les gens ne joueront plus BGH, ou en tout cas pas dans tous les decks. Donc ça veut dire qu'un truc avec 8 d'endurance et 8 de force ne sera peut-être pas tué et pourra peut-être utiliser sa capacité. Et en tout cas, sa capacité est tellement forte que quand tu vas la jouer, l'adversaire il va devoir tout le temps paler dessus. Il va pas... Voilà, il va pas dire je peux... Il n'a pas le droit de l'ignorer. En tout cas, c'est une carte qu'on ne peut pas ignorer. Bon, évidemment, elle coûte 8. Peut-être Ragnaros est meilleur à 8, même dans un chasseur. Mais c'est vrai que voilà, c'est une carte de contrôle pour le coup. Encore que tu peux trade et agresser. Enfin, voilà, cette carte, est douée d'une certaine polyvalence, mais elle coûte 8. Voilà, c'est le problème, c'est que chasseur, c'est quand même une carte, une classe qui est très réactive, très basée sur l'agressivité. Peut-être, voilà, il y a des versions midrange, mais en fin de compte, dans la version midrange, la carte la plus chère, c'est boom, il n'y en a qu'un. Et il y a 2 Savannah, mais c'est tout. Mais donc voilà. Moi j'aime bien cette carte parce que la capacité est très très intéressante. Mais voilà, elle coûte 8 à un moment. Des trucs à 8, il y en a qui sont bien meilleurs je pense. Le Ragnaros par exemple. Kel'Thuzad, voilà ce genre de trucs. Donc voilà, à voir en tout cas. Peut-être en une fois dans des decks un peu, voilà, un peu contrôle. Vraiment des chasseurs plus orientés contrôle que midrange. Pour le moment on n'en a pas vraiment vu. Peut-être à l'époque avec Troxor, mais pourquoi pas. Écoute, moi j'aimerais la voir, mais je pense pas. Oh, flamme interdite. On voit des spells à 0 en mage, on commence à avoir peur. Mais calmez-vous, c'est pas si bien que ça. Donc, pour 0, tu mets autant de dégâts à une créature qui te reste de mana. Donc ça veut dire que, en gros, pour 3, tu mets 3. Donc pour 3, tu fais un éclair de givre sans geler. Ok. Pour 4, donc c'est-à-dire le prix d'une boule de feu, tu mets que 4. Donc, par rapport à la capacité de la carte, elle est assez faible, évidemment. Après, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle coûte 0. Donc, dans un deck à Tisse-Flamme, tu peux la jouer à 1. Au pire, tu peux la jouer à 0. Donc, ça permet de rajouter peut-être des spells pour la Tisse-Flamme. Donc, dans un Tisse-Flamme, je dis oui, mais la carte est faible, mais elle est bien vraiment avec la Tisse-Flamme. Mais sinon, la carte est plutôt faible, évidemment. Enfin, boule de feu, éclair de givre, canon lance-flamme, toutes ces cartes-là sont supérieures à la flamme interdite. Donc,
Je pense qu'elle sera peut-être jouée en une fois aussi, mais je pense pas que ce soit une carte vraiment clé. À moins de faire un deck vraiment ultra contrôle mage, basé que sur des anti-bêtes. Où tu joues flamme, tu joues des flamme strike, ce genre de choses, genre une espèce de mage freeze. Mais où à la fin tu tues pas avec Alexstrasza et des boules de feu. Mais tes blasts sont faits pour détruire la créature et en fin de compte tu tues avec Toon. Avec Toon. Donc ça peut être sympa de faire un deck comme ça mage avec que des anti-bêtes et, et justement le Toon à la fin. À voir, à voir. Je pense qu'elle sera jouée, mais voilà, elle est pas si bien que ça, quoi. Bim. Pour 5, 5 recrues de la main d'argent. What the fuck. Évidemment, parce que le régiment de bataille va disparaître avec le format standard. Il fallait un remplaçant. Bon, pour le coup, le remplaçant est souvent moins bien que la carte de base, évidemment. Encore, il n'y a que à l'école où le remplaçant est toujours mieux que ton prof actuel. Mais, parce que tu peux plus le blairer, peut-être, c'est pour ça. Mais 5 tokens pour 5. Moi, ça me choque pas. Le problème, c'est que ça crée pas d'armes. Là, déjà, je fais la gueule. Et 5 recrues pour... Donc ça arrive au tour 5, donc ça veut dire que c'est fait quand même pour... Les tokens n'ont pas la provoque, donc c'est plutôt fait pour un pala midrange. Le pala midrange va certainement revenir, peut-être avec cette carte. Mais c'est sûr que tu fais ça tour 5 ou tour 4 avec la pièce. Le mec est obligé de les gérer parce qu'il se dit s'il y a un tendance, c'est la fin du monde. Donc ça peut être intéressant dans un deck avec double résistant, double intendant. Ou en fin de compte, voilà, t'es vraiment basé sur, entre guillemets, faire une sortie, entre guillemets, une combo, c'est-à-dire comme un Grim. Si t'as ta combo de résister avec un tendance, c'est la fin du monde. À moins que le mec, voilà, il est plein de gestion, plein de créatures pour les gérer. Donc ça coûte cher pour faire des 1-1, mais avec un tendant, évidemment, c'est complètement fumé, mais c'est surtout bien qu'avec un tendant. Bon, avec jongleur de couteau, ça coûte 7 mana quand même. Donc c'est délicat de faire une combo à 7 pour juste mettre 5 couteaux, mais je pense que cette carte sera jouée. J'en suis pas certain, mais moi je pense que je la testerai en tout cas dans un paladin midrange parce qu'elle a du potentiel. Là on arrive sur le soin interdit. Dépense tous vos cristaux de mana pour doubler, enfin pour te soigner, mais tu le doubles en fait. C'est un petit peu comme la carte du mage, mais à l'inverse. Donc là il te reste, en gros, il te reste 3-4 mana. Tu te heal de 8. Faut partir du principe que le robot de soin antique, il coûte 5. Bon, il a un body, mais le body est quand même substantiel par rapport au fait de healer. Enfin, c'est presque anecdotique. Pour 5, il heal de 8. Là, si tu payes 5, tu heal de 10. Dans un pala midrange, je vois cette carte en haut de l'affiche. Hein. Pour moi, ça va être une des cartes clés du pala midrange. Si les agros restent viables, mais ça va être le cas évidemment. Le chasseur perd que le savant fou, surtout. Enfin, le chasseur va rester très fort, ou va peut-être même revenir. Le chaman, surtout le chaman, il perd que le crépitement avec le format standard. Donc le chaman va être exceptionnel. Je pense peut-être même le meilleur deck de la méta avec le mage freeze. Donc, soin interdit pour moi, carte excellente, vraiment excellente. Pour justement, en plus ils l'ont mis dans la bonne classe, il fallait rajouter une carte pour le pala midrange. Il était un petit peu faible en ce moment, donc magnifique. Le soin interdit, c'est vraiment magnifique comme carte. Enfin, pour moi, c'est ma carte préférée du format actuellement. On a une carte du Priest. Donc il fait pareil. Enfin, il fait pareil que les autres. Il invoque un serviteur aléatoire qui coûte X en fait. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En early, des fois, ça te permet de tenir. Voilà, tu payes 3 mana. Tu as souvent une 3-4 ou une 3-3. Voilà, ça te permet de combler les trous. T'arrives en late game, tu la pioches. Bah, c'est pas une carte morte comme peut être le portail instable. Par exemple, du mage ou quand tu la pioches en late game, des fois, bah, je sais pas, tour 7 ou tour 8, tu vas jouer une 2-2, une 3-3. Enfin, tout est aléatoire dans tous les cas. Là, t'arrives tour 6, tour 7, t'as rien à jouer, t'as que des anti-bêtes, par exemple, dans ton... C'est quoi la carte? C'est une carte prêtre, ouais, c'est ça. Donc t'arrives au tour 6-7, t'as rien à jouer, enfin, à part des Nova, des conneries comme ça. Bim, t'invoques un monstre. Donc, très très bonne carte, évidemment. Là, je pense que Zetalot, il devient fou en voyant ça. Parce que dans un deck prêtre contrôle, ça peut être une des cartes clés aussi. Donc, moi, je l'adore, cette carte. Les cartes à 0 sont vraiment sympas. En tout cas, ont du potentiel, mais particulièrement celle du prêtre et celle du paladin pour moi. Donc voilà, mutation interdite. J'en suis certain pour le coup, elle sera jouée dans les prêtres contrôle. Et l'avant-dernière carte évidemment, la carte du droïde. Donc, pour 4, 4-5. Pour 4-4-5, ouais, c'est le Yeti quoi, c'est un Yeti. Mais c'est un Yeti avec un cri de guerre, donc là déjà c'est cool.
gagne 5 PV si votre Ktoon a au moins 10 attaques. La question c'est est-ce qu'il gagne? Et peut-être vous allez me répondre dans les commentaires de la vidéo. Est-ce qu'il gagne plus 5 PV si le Ktoon est aussi dans ta main ou faut qu'il soit en jeu? Je pense que à partir du moment où les cartes donnent plus de au Ktoon où qu'il soit, c'est-à-dire dans la main, enfin dans la main surtout, je pense que ça peut marcher sur le fait qu'il gagne 5 PV si ton Ktoon a 10 et même s'il est dans ta main. C'est surtout ça l'idée. S'il est en jeu, de toute manière, s'il est en jeu, tu as déjà genre une 10-10. Donc de rajouter une 4, enfin une 4-9, ça change pas grand-chose. Enfin, c'est juste... enfin, dans tous les cas, à partir du moment où tu as une 10-10 ou une 12-12, ça a déjà gagné normalement si tu la gères pas. Donc on voit bien avec Eldemort. Enfin, Eldemort, il reste 2 tours, c'est fini, même un tour. Donc cette carte est vraiment très très forte. Pour le coup, dans un deck voilà, basé sur le Ktoon. Peut-être que le druide, malheureusement, n'est pas là. C'est pour ça que la carte est aussi forte, certainement. C'est que le druide n'est peut-être pas la meilleure classe pour être basé sur... pour en fait miser tout le deck sur une seule carte. Parce que le druide manque de pioche. Le druide n'a pas de heal. Le druide a finalement des cartes de contrôle, mais qui sont faites pour détruire des petites créatures, genre balayage, colère. Voilà, une 6-6 déjà, t'as beaucoup de mal à la gérer avec un druide. Donc évidemment, la carte est peut-être disproportionnée, a peut-être un ratio beaucoup trop... et peut-être tout simplement beaucoup trop forte, mais dans une classe qui n'est peut-être pas adaptée au Ktoon. Donc c'est... pour le coup, c'est assez bien pensé de l'avoir mis en druide cette carte. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la réflexion de Monsieur Blizzard. Et là, la dernière carte, c'est une carte de guerrier. Pour 7, une 6-6. Ratio moyen. Ratio moyen, mais pas horrible. Khritgar gagne 10 points d'armure si votre toon a au moins 10 attaques. Pour moi, ça c'est la nouvelle vierge ardente ou vierge d'armure, je sais pas comment elle s'appelle, mais... Parce qu'en fin de compte, moi à la base quand j'ai vu le Ktoon, je me suis dit ça c'est dans un guerrier contrôle, c'est sûr. Enfin tu fais que contrôler, sauf que à la place de gagner à la fatigue, genre avec un murloc ou tout simplement à la fatigue avec de l'armure, bah la fatigue tu vas la provoquer, enfin tu vas essayer de tuer avant la fatigue en jouant justement le Ktoon qui met fin évidemment aux hostilités adverses. Contre aggro en plus ça détruit le board donc c'est excellent. 10 attaques avec le Ktoon c'est vraiment faisable. Il est 6 de départ. La plupart des cartes rajoutent plus 2. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies joué avant le tour 7 2 créatures pour améliorer ton Ktoon. Donc normalement c'est vraiment faisable. 10 d'armure c'est énorme. C'est vraiment énorme surtout dans un deck guerrier où tu fais que contrôler le board. Normalement tour 7 il y a déjà moins de créatures. Donc ouais 10 d'armure c'est genre le mec il échappe concede quoi. Après ça marche si et seulement si le Ktoon enfin ça peut marcher si le Ktoon tu l'as en main. Faut pas qu'il soit en jeu. Sinon évidemment c'est beaucoup plus faible. Mais voilà, si tu l'as en jeu, enfin si ça marche sur le fait que tu l'aies en main, cette carte est monumentale, mais vraiment, c'est monumental. Enfin, pour moi c'est la carte qu'il fallait pour le guerrier. Je pense que si j'avais créé une carte avec on me donne le format, enfin le format, on me donne la politique du Ktoon, ce genre de choses et tout. Je crée un truc comme ça. Bon, évidemment, moins bien avec des images de dessin, enfin des images de dessin, des dessins d'enfants dessus parce que je sais pas dessiner, mais dans mes rêves les plus profonds, je rêvais d'une carte comme ça. Donc là, je suis vraiment heureux. Donc voilà. Tout ça pour dire que cette édition, pour l'instant, il y a eu très peu de cartes. Mais ce qu'on en voit, vraiment, ça donne plein d'idées. Un petit peu comme l'édition précédente avec le Reno Jackson. Au début, on voyait Reno, on ne sait pas si c'est fort ou pas. Mais en tout cas, ça crée de l'intérêt et c'est ce qui est important dans tous les cas pour une méta, pour qu'elle se renouvelle, c'est l'intérêt. Et là, vraiment, c'est une édition qui crée de l'intérêt. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir bientôt de nouvelles cartes, que Blizzard va nous révéler de nouvelles cartes. Moi, vraiment, j'ai vraiment hâte de jouer en format standard et surtout, particulièrement, de jouer avec cette édition, de créer des decks. Donc voilà, si vous aussi vous attendez comme moi l'édition, évidemment, petit pouce vert sur la vidéo. Tout le monde l'attend, donc mettez même pas de pouce vert, parce que c'est sûr. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur, je ne sais pas encore, mais en tout cas, elle va être sympa. Je vous fais plein de bisous et passez une bonne journée ou une bonne soirée.